Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Conversation avec la MESA en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Cette émission met en avant une personnalité du monde agricole ou social pour parler de son actualité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Laure Thorezin, directrice générale de la MESA, et Pierre Pribil, directeur de la Sécurité sociale. Bonjour à tous les deux, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bonjour. Pierre Pribil, nous avons eu le plaisir l'année dernière de vous recevoir ici même sur ce plateau. On avait évoqué les 80 ans de la sécurité sociale. J'imagine que cette année de célébration jalonnée d'événements vous a permis de rappeler l'essence même de ce modèle social en France et de communiquer, c'était important. Oui, l'objectif de ces 80 ans, je rappelle, on célébrait les 80 ans de la signature des ordonnances d'octobre 1945 qui ont, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, créé les bases de la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors on va y revenir, la sécurité sociale, elle évolue tout le temps. Donc la sécurité sociale d'aujourd'hui, elle est issue de 1945, mais elle a incroyablement changé. Elle a d'ailleurs pris une dimension sans doute encore plus importante que ce qu'imaginaient ceux qui l'ont créée à l'origine. Mais c'est d'abord l'occasion, c'est 80 ans, et je veux le redire aujourd'hui, de se rappeler tout simplement que la Sécu n'a pas toujours existé. On a parfois l'impression que ça tombe du ciel, que c'est quasiment un état de nature. Pas du tout. Il y a eu un moment où il n'existait pas de sécurité sociale. Et d'ailleurs, si nous y prenons garde, la sécurité sociale, elle n'est pas éternelle. Elle existe tant qu'on le souhaite. Et donc c'était vraiment l'occasion de rappeler ce qu'est d'abord la sécurité sociale. Souvent, pour nos concitoyens, la Sécu, c'est l'assurance maladie. C'est déjà pas mal, mais en fait c'est beaucoup plus la sécurité sociale, et la MSA le sait, qui est un des, peut-être même le seul régime qui a en son sein l'ensemble des branches de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est aussi les retraites, c'est aussi les allocations familiales, c'est aussi une couverture face aux accidents du travail. C'est maintenant depuis quelques années une branche qui gère le risque de perte d'autonomie, qui est aussi un enjeu d'avenir pour les risques, pour nos concitoyens et les risques sociaux auxquels ils font face. Donc c'est l'occasion de rappeler tout ça, se dire que ça n'a pas toujours existé, se rappeler, parce que c'est bon de se dire de temps en temps que ça a une énorme valeur, la sécurité sociale. Faisons juste l'effort de nous imaginer quelle serait notre vie si ça n'existait pas, et peut-être même un peu l'angoisse qu'on pourrait avoir d'affronter une maladie sans avoir cette solidarité qui s'exprime à ce moment-là. Ça a une immense valeur, et donc aussi cultiver une certaine fierté. On peut être fier dans notre pays d'avoir construit ensemble un tel édifice, une telle organisation de la solidarité entre l'ensemble des membres de la société, et donc d'éveiller une forme de conscience citoyenne de nos concitoyens à l'égard de ce qu'est la Sécu, une forme de sentiment de responsabilité aussi. On est fiers de ça, on est heureux d'en bénéficier, on espère aussi, je pense, que transmettre aux générations futures. Mais voilà, comme je le disais, tout ça ne tombe pas du ciel, donc il faut que nos concitoyens en soient conscients, qu'ils participent à l'évolution de la sécurité sociale, qu'ils soient conscients des choix, qui sont des choix politiques au sens très noble du terme, sur l'avenir de notre société, la conception qu'on a de la solidarité entre ses membres, de façon à construire ensemble l'avenir de cette Sécu pour nous-mêmes et pour les générations futures. Anne-Laure Thorezin, ce modèle social français, il a encore montré son importance dernièrement dans le monde agricole aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que, comme le disait Pierre, on est sur un modèle qui reste d'une très grande modernité, qui a su évoluer dans le temps, qui a su aussi s'adapter au contexte que l'on vit. Et on le sait, malheureusement, l'agriculture est très percutée avec des crises de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes, de nature tout à la fois conjoncturelle et structurelle. On a eu l'été dernier une très grave crise sanitaire avec la dermatose nodulaire. On a récemment les intempéries qu'on a pu observer dans l'Ouest. Ces crises montrent la nécessité d'un modèle de sécurité sociale, d'une MSA qui soit adaptée au monde de l'agriculture. On a la chance, Pierre l'a dit, de pouvoir déployer dans ces situations de crise un guichet unique qui nous permet d'avoir une approche très globale de la situation des exploitants, mais aussi des salariés agricoles, dans la dimension cotisation, entreprise, accompagnement social, prestations. Et ce savoir-faire-là qu'on met en place quand il y a des crises. On mobilise aussi très largement notre réseau d'élus. C'est un élément d'ancrage territorial pour nous qui est extrêmement important, parce qu'on a près de 13 000 élus dans tous les cantons qui sont autant de vigies en territoire pour faire le relais avec nos adhérents et surtout nous alerter au plus tôt quand il y a des situations de crise pour qu'on puisse nous déployer
les outils qui sont les nôtres, qui existent depuis plusieurs années, comme les rendez-vous prestations MSA. On fait plusieurs dizaines de milliers de rendez-vous prestations chaque année. C'est un outil qui concrètement permet de répondre à des situations de non-recours qui restent très marquées. La question du non-recours au droit, on y travaille tous au niveau de la sécurité sociale. Il y a vraiment des enjeux parce qu'on sait qu'un certain nombre de nos adhérents ne font pas valoir leurs droits, alors même qu'ils pourraient y prétendre. Donc on a déployé depuis 2007 maintenant ces rendez-vous prestations et on voit que ça répond vraiment à un besoin parce que malheureusement on a encore beaucoup d'adhérents qui passent à côté de leurs droits. De la même manière, on a bâti il y a 2 ans maintenant un outil très complet qui s'appelle Passagri, qui permet de centraliser de manière très accessible l'ensemble des informations utiles quand un adhérent, qui soit exploitant ou salarié, peut traverser une passe difficile. Donc voilà, ça me permet de l'accompagner dans ces situations. Et puis pour renvoyer encore à cette idée de modernité auquel on est très attaché, on travaille évidemment à utiliser les technologies qui sont celles d'aujourd'hui, qui sont des outils puissants. Je pense à la data ou à l'IA évidemment, qui sont des outils puissants pour lutter soit contre le non-recours, soit améliorer aussi nos actions de prévention santé. En tout cas, je pense que ce re-questionnement permanent pour être toujours en phase avec les besoins sociétaux, les besoins de nos populations et de nos territoires, c'est quelque chose qu'à la Sécurité sociale et à la MSA, évidemment, on fait quasiment au quotidien. Pierre Pribille, justement, un modèle qui accompagne de si près les Français, n'est pas épargné par les défis actuels, j'imagine. Il va falloir s'adapter. Ah, bien sûr, la sécurité sociale fait face aux mêmes défis que la société dans son ensemble, puisque la sécurité sociale, elle accompagne tout un chacun dans le monde d'aujourd'hui. Donc, un des grands défis auxquels nous sommes confrontés pour maintenir, assurer la pérennité de ce système de protection sociale, c'est le défi démographique, qui quand même change énormément la donne. Et d'ailleurs, quand on pense au monde dans lequel la sécurité sociale d'aujourd'hui est née en 1945 et qu'on compare à la société d'aujourd'hui, on voit bien que, heureusement d'ailleurs, que la sécurité sociale a évolué parce qu'elle serait complètement passée. Donc la sécu, elle vit avec son temps, elle évolue en permanence. Et là, c'est vrai qu'avec une population de plus en plus vieillissante, la sécurité sociale, elle est de plus en plus mise à contribution tout simplement pour faire son rôle. Effectivement, ce vieillissement de la population, c'est d'abord une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on vit plus longtemps. Évidemment, la question, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Et donc, plus on vit âgé, et plus on fait face à des risques de maladies chroniques aussi, qui évoluent aussi du fait d'autres déterminants de santé. Et donc la sécurité sociale, elle doit accompagner et activer pour répondre à des besoins de santé de la population qui évoluent et qui vont plutôt grandissant. Une autre conséquence de cette mutation démographique, c'est qu'on a une part des personnes plus âgées dans notre société qui est de plus en plus importante. Et donc, ça crée, comme vous le savez, des difficultés d'équilibre du système des retraites, puisque notre système de retraite est un système qui fonctionne par répartition, c'est-à-dire que ce sont les plus jeunes, ceux qui travaillent, qui financent les retraites de ceux qui ont travaillé hier. Et nous, le jour venu, ce seront nos enfants qui cotiseront aussi pour assurer le financement de nos retraites. Et le fait qu'on ait travaillé nous aura donné ce droit à la retraite. Donc c'est une forme de passage de témoin de génération en génération, mais c'est vrai que quand les générations sont plus nombreuses qu'autrefois, passé un certain âge, et un peu moins nombreuses dans les générations plus jeunes, eh bien, ça crée des déséquilibres et donc ça nécessite des choix politiques, encore une fois, au sens très noble du terme. C'est vraiment choisir la façon dont on organise la solidarité entre générations. C'est évidemment très très lourd et très difficile. Ça crée d'ailleurs, vous voyez bien, quelques débats parfois compliqués à résoudre dans les hémicycles, mais aussi dans le dialogue social, dans les entreprises et dans la société en général. Et donc ces défis-là, il va falloir les affronter. Ça crée aussi des besoins nouveaux. Je vous parlais tout à l'heure de la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale pour prendre en charge le risque de perte d'autonomie. C'est sûr qu'on va avoir des générations nombreuses, à plus de 80-85 ans, qui vont forcément faire plus face à ce risque de perte d'autonomie. Et le rôle de la sécurité sociale, c'est d'accompagner ces personnes aussi face à ce risque.
Et ça va nécessiter aussi d'engager des moyens importants. Et il faut que la société décide quels sont ces moyens. Et donc, au travers de ces enjeux qui sont avant tout des enjeux sociaux, évidemment, ça se manifeste par un enjeu financier. Alors ça, on en discute tous les ans au Parlement, dans les fameuses lois de financement de la sécurité sociale. Là aussi, c'est très noble de discuter de ça, parce que l'équilibre financier de la sécurité sociale, c'est ce qui assure la continuité de son existence. Et les solutions ne sont pas simples. Quel niveau de couverture voulons-nous ? Couverture solidaire, et quel niveau de contribution sommes-nous prêts à assurer pour assurer le financement de cette couverture. Et l'un va avec l'autre. On aurait tous envie d'avoir une super protection qui ne coûte rien, mais ça n'existe pas. Et donc c'est des compromis qu'il faut faire, des choix qu'il faut peser. Le choix que l'on n'a pas, me semble-t-il, c'est de faire financer notre sécurité sociale d'aujourd'hui par nos enfants demain. Ça serait un choix anti-solidaire en quelque sorte, contraire aux valeurs mêmes de la sécurité sociale, qui ferait peser sur nos enfants le poids de décisions qu'on prend aujourd'hui pour notre société. Donc ça, je pense, c'est un choix que l'on ne doit pas avoir. Et d'ailleurs, c'est pas juste une opinion, c'est ce que dit notre Constitution. La Constitution de la France fait de l'équilibre de la sécurité sociale un objectif de la nation. C'est pour ça, c'est pour garantir la solidarité entre les générations. Donc c'est vrai que ces choix sont difficiles. Et ils doivent être faits dans le cadre démocratique. C'est la délibération démocratique chaque année en loi de financement de la sécurité sociale qui permet à notre pays de piloter, on dit ses finances sociales. Mais ce n'est pas juste un sujet budgétaire, financier, technocratique ou bureaucratique. Derrière, ce qui se joue, c'est quel est le niveau de solidarité entre chacun d'entre nous, combien suis-je prêt, moi, à cotiser pour me garantir à moi-même, à mes proches, à mes concitoyens, à mes enfants, quel niveau de protection. Voilà, donc c'est pas simple de trouver, il n'existe pas une règle pour fixer ça. La meilleure règle qui existe, c'est d'en délibérer démocratiquement pour déterminer ensemble le bon équilibre et le faire évoluer dans le temps. Tu donnes l'exemple des allocations familiales. Cette branche a énormément changé depuis l'origine. Et aujourd'hui, on sait que les familles dans une période où il y a un peu une forme de perte de natalité, ce à quoi les familles sont sensibles, c'est comment articuler le fait d'avoir des enfants avec le fait de travailler. D'ailleurs, quand on réfléchit à les familles de 1945, ça n'a vraiment rien à voir avec les familles d'aujourd'hui. Elles sont un peu moins nombreuses, mais dans la famille, tout le monde aspire à travailler, et notamment la maman. Ça veut dire qu'il faut des modes de garde, et il faut des crèches, et les modes de garde, ça coûte cher. Donc il faut aider les familles à accéder à ces modes de garde. Parce que si on doit choisir entre avoir des enfants et travailler, on voit bien que c'est un choix qui n'est pas très porteur, ni pour les familles, ni pour les personnes, ni pour la société dans son ensemble. Et donc aujourd'hui, la branche famille, elle est très tournée vers le développement des services aux familles. Et une des dernières réformes qui vient d'intervenir, qui crée, vous savez, un congé supplémentaire de naissance au-delà du congé maternité et paternité pour permettre aux parents qui travaillent de prendre jusqu'à 2 mois de plus indemnisés pour les premiers jours de l'arrivée de l'enfant. Ça fait partie d'un effort que la société décide de faire pour favoriser cette transition entre le fait d'être soit pas avoir d'enfants du tout et d'en avoir, ou alors d'avoir de plus en plus d'enfants, avec le fait de travailler, de continuer à travailler, ce qui est important pour la société en général et pour les personnes en particulier. Donc vous voyez, la sécurité sociale, y compris dans ses prestations, elle évolue pour tenir compte des aspirations et de la façon dont la société elle-même évolue. Anne-Laure Thorezin, côté MSA, on ressent également cette intensification des besoins, et ce, dans de nombreux domaines de la vie agricole. Vous en aviez déjà parlé, mais ça se ressent de plus en plus. Oui, ça se sent de plus en plus. Alors Pierre a abordé plusieurs sujets dans lesquels, évidemment, on se retrouve complètement. Il y en a un qui est sans doute très aigu dans le monde agricole, qui est l'enjeu de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, parce qu'on sait que les activités professionnelles sont très imbriquées avec la vie familiale et la vie personnelle. Souvent, il y a une limitée de temps et de lieux qui fait que la connexion n'est pas facile. Les éléments de crise dont je parlais tout à l'heure, leur récurrence et leur intensité, fait qu'on a dans le monde agricole une particularité autour de l'enjeu de prévention du mal-être,
qui a été porté aussi par les pouvoirs publics l'année dernière à travers l'enjeu de grandes causes santé mentale. Voilà, c'est des sujets dans lesquels on se reconnaît totalement en termes de nécessité d'avancer et de mettre en place des outils. Malheureusement, côté agriculture, on a des situations qui sont encore très marquées par un risque de surmortalité par suicide. On estime qu'on est à peu près à un surrisque de 46%, plus encore marqué sur certaines tranches d'âge et certaines filières. Donc c'est évidemment un sujet sur lequel la MSA s'est mobilisée depuis très longtemps. Les premiers plans qui s'appelaient à l'époque prévention du suicide datent de 2011. Petit à petit, on a élargi le sujet à la prévention du mal-être parce que c'est important de le voir dans sa globalité. On a construit toute une série d'outils qui permettent tout à la fois de prévenir, de détecter, d'orienter et d'accompagner. Donc on a aujourd'hui des sentinelles qui sont des vigilants territoire, qui sont formés avec l'appui de l'ARS pendant 3 jours. Ces sentinelles sont plus de 10 000. L'objectif était d'en avoir 5 000 et finalement on a largement augmenter ce nombre parce qu'il fallait couvrir le territoire et c'est des gens qui sont en capacité de détecter les situations de mal-être et d'orienter. Donc c'est vraiment pour nous des relais extrêmement précieux. Et puis on a notre plateforme AgriÉcoute qui date de 2014, qui est une plateforme de réponse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec des psychologues qui sont formés aux particularités de la sphère agricole et qui sont capables là aussi d'apporter un premier niveau d'aide et d'orientation quand c'est nécessaire. Donc on est très persuadés qu'il nous faut consolider ces dispositifs et qu'on a aujourd'hui un tabou qui s'est levé sur ces sujets de santé mentale et de mal-être et c'est heureux parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on a de plus en plus de signalements de situations de mal-être. Mais c'est évidemment à la fois révélateur d'une situation qui est difficile, mais je pense que pour le voir positivement aussi, c'est aussi révélateur du fait que c'est des sujets dont on arrive à parler plus librement. Et les outils qu'on a mis à disposition et qu'on a créés maintenant il y a un certain temps sont mieux connus et mieux utilisés. Donc c'est vrai qu'on a des signalements qui ont beaucoup augmenté, les signalements de mal-être. En 2024, ils ont augmenté de 30% et en 2025 de 40%. Mais voilà, je pense qu'il faut les regarder aussi en se disant que c'est à la fois révélateur de la situation, mais aussi d'une meilleure connaissance des dispositifs. Et c'est pour ça qu'on a toujours dans une démarche d'innovation continué à déployer des outils nouveaux. On avait mis en place il y a quelques années l'aide au répit qui permet justement aux salariés mais aussi aux agriculteurs à un moment de se déconnecter de la vie de l'exploitation, de prendre du recul pour se ressourcer et revenir dans une situation morale et psychologique qui lui permet d'affronter la réalité de son exploitation et de la gérer dans de meilleures conditions. Et puis il y a 2 ans, sur les fonds de la MSA, on a pu créer à titre expérimental une aide au répit administrative, puisque les exploitants agricoles, les salariés aussi, mais c'est vrai sans doute pour d'autres professions, souffrent d'une forme de charge administrative qui peut se transformer en charge mentale. On sait qu'on y contribue tous sans le vouloir. Nos administrations, nos services publics imposent beaucoup d'obligations et on se retrouve parfois dans des situations où les agriculteurs sont complètement submergés, n'ouvrent plus leur courrier. Et là, c'est le début d'un engrenage qui devient difficile à gérer puisqu'on se retrouve dans des situations où ne déclarant plus leurs revenus, il y a des taxations d'office et donc ensuite des cotisations qui ne sont plus recouvrées. Donc on a mis en place une aide au répit administratif qui fonctionne bien et qu'on espère pouvoir pérenniser. En tout cas, on reste dans des démarches, on parlait de modernité, mais aussi d'innovation pour être toujours très en phase avec les besoins de nos populations. On a développé depuis 1 an et demi de manière systématique un certain nombre de démarches de type aller vers pour prendre des contacts systématiques avec les adhérents qui sont dans une situation particulièrement aiguë. Donc on l'a fait au moment des crises sanitaires pour pouvoir prendre un contact et accompagner au mieux nos adhérents. On le fait aussi systématiquement avec les primo-débiteurs
parce qu'on sait qu'il vaut mieux une réponse immédiate pour trouver des solutions de paiement, éventuellement même d'échelonnement, plutôt que de laisser les situations s'enquister. Donc voilà, on a un certain nombre de sujets pour lesquels on prend l'initiative du contact. C'est évidemment très apprécié de nos entreprises et de nos adhérents, et on est persuadé que c'est des démarches qui permettent de conforter le lien humain entre l'adhérent et son organisme de protection sociale, et donc de conforter ce à quoi on est attaché, c'est-à-dire la proximité humaine entre la sécurité sociale et le citoyen, parce que c'est ce lien fort dont parlait Pierre tout à l'heure qui fait que la sécurité sociale est quasiment un élément constitutif de la citoyenneté. Donc voilà, ce lien doit s'incarner par des actions de terrain et des contacts très directs avec nos populations. Pierre Pribille, les enjeux que vous avez cités viennent finalement renforcer la pertinence du modèle social. On en a besoin. Ah bah oui, au fond, on peut se référer pour ça à la fois à notre vécu du quotidien. Le risque de tomber malade, ça fait partie de la vie. Et ça, c'était vrai en 1945, c'est encore vrai aujourd'hui, et je crois que ce sera toujours vrai. Donc ce besoin d'une forme de solidarité pour faire face à des risques qui menacent toute une vie, je crois qu'ils sont presque consubstantiels à l'humanité. Donc je crois qu'il y a une permanence de ce besoin qui est importante. Après, toutes les sociétés ne font pas ce choix, et le fait d'avoir l'ambition de créer une société solidaire, c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer en permanence. C'est pas, encore une fois, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas un état de nature. C'est un choix de la société française. Je pense qu'on peut en être fier, mais c'est un choix qu'il faut en permanence réaffirmer. En 1945, quand les fondateurs de la sécurité sociale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont créé la sécurité sociale, ils avaient fait le constat que pour éviter que ne se reproduisent les summums de barbarie auxquels on en était quand même parvenu pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait fortifier les liens au sein de la société, il fallait faire en sorte que chacun d'entre nous puisse pas, par la peur du lendemain, se recroqueviller sur soi-même, et que ça n'alimente pas des tensions, voire des violences au sein de la société. Ce risque-là, il existe encore aujourd'hui. Je crois que le projet des fondateurs de la sécurité sociale, il reste terriblement d'actualité, parce que tout simplement, c'est celui de l'humanité, en quelque sorte. Et donc, je suis vraiment persuadé de la permanence et de la nécessité de la sécurité sociale. Au-delà de ces objectifs qui sont des objectifs, on va dire, qui sont l'essence même de la sécurité sociale, la protection qu'elle offre, elle s'incarne quand même dans notre quotidien. Je parlais du risque maladie, évidemment, qui est le plus connu, mais le risque de vieillir, je ne sais pas si on peut appeler ça un risque, mais on espère tous qu'on va vieillir, parce que c'est quand même une chance, mais surtout de ne plus pouvoir travailler, et donc d'avoir besoin de revenus pour continuer à vivre, tout simplement. C'est simplement la vie qui veut ça, vous voyez. Donc la sécurité sociale, elle est là pour accompagner la vie, mais dans une logique solidaire entre nous tous. Et donc je pense que ce projet-là, il est extrêmement puissant. Et puis au-delà de ces risques qui sont, j'ai envie de dire, individuels, on a aussi des risques collectifs. Souvenons-nous de la crise Covid il n'y a pas si longtemps. La France était sans doute le pays au monde où il valait mieux vivre pour faire face à une crise de cette nature, qui était à la fois une crise sanitaire, mais aussi une crise économique qui a quand même bouleversé la vie de chacun d'entre nous, notre vie collective, la vie économique. Et la sécurité sociale, elle a joué un rôle d'amortisseur social et économique extrêmement puissant quand même pendant ces années-là. D'ailleurs, sur le plan financier, on n'en est pas totalement relevé aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est pas tombé du ciel, et c'est la chance que nous avons eue de vivre dans un pays où le système de santé a pu répondre, où on a accédé à des vaccins très vite, où des dispositions ont été prises pour faire en sorte que nos entreprises puissent survivre à ce choc économique. Bon, tous les humains n'ont pas eu cette chance sur la planète quand même. Donc je suis vraiment persuadé que à condition qu'on s'en rende compte, ce projet de sécurité sociale, il reste au cœur de nos vies, au cœur de nos sociétés. Il doit évoluer avec son temps. C'est le cas depuis 1945, et il ne peut le faire que par l'implication consciente de chacun d'entre nous. Anne-Laure Thorezin, je reviens sur les deux forces
de la MSA, il y en a beaucoup, mais celles qui sont vraiment visibles, c'est votre maillage territorial, d'être au plus près des besoins et de les anticiper et d'avoir toujours le coup d'avance. Oui, en tout cas, on essaye d'être effectivement toujours en anticipation. Encore une fois, notre objectif à tous, c'est de répondre aux besoins de nos populations, de les anticiper et d'être très en phase par rapport à ça. On s'appuie beaucoup sur nos relais en territoire et principalement nos élus, puisque la MSA est un régime qui, tous les 5 ans, procède à des élections pour que nos ressortissants puissent choisir, élire leurs délégués à la maille cantonale. J'en parlais tout à l'heure. Donc on a la chance d'avoir près de 13 000 élus sur l'ensemble du territoire. Et je dirais 13 000 élus, c'est autant de capteurs qui sont des personnes en connaissance de ce qui se passe localement et en capacité, par rapport aux liens qu'ils ont avec la caisse MSA locale et même l'institution, de faire remonter les situations. Donc voilà, cette connaissance du terrain nous est permis grâce à notre maillage d'élus. On est aussi très volontariste sur le fait de maintenir des agences de proximité, parce que c'est ce qui permet là aussi de garder un lien humain, c'est-à-dire qu'on est tout à la fois très investi dans le déploiement des services en ligne, de la dématérialisation, parce que ça répond à un besoin, et on le voit, on a des taux d'utilisation en croissance permanente. On a aussi évidemment des canaux téléphoniques qui sont très ouverts, et là aussi avec un fort niveau de sollicitation, parce que ça répond à des besoins, mais ça nous semble nécessaire de maintenir une complémentarité avec cette présence territoriale à travers nos agences, à travers aussi les France Services, qui sont des outils de proximité en termes de réponse aux adhérents sur les territoires. On s'est beaucoup investi dès le déploiement dans les France Services, parce que justement on est très convaincus qu'il faut maintenir, voire déployer des services de réponse en proximité, parce que les adhérents l'attendent, notamment dans les territoires ruraux. Donc voilà, on est toujours dans cette démarche de stratégiquement rester ancré dans les territoires pour pouvoir continuer à construire des réponses qui soient adaptées aux besoins du terrain. Pierre Priville, cette année, le salon fait la part belle aux jeunes générations. Les jeunes, j'imagine qu'il faut énormément communiquer. C'est un besoin de leur faire comprendre que la Sécu, comme on l'appelle, c'est précieux, mais c'est fragile. Oui, et c'est la leur. Donc la Sécu, elle sera demain ce que les jeunes d'aujourd'hui décideront d'en faire. C'est encore une fois, je le disais, ça tombe pas du ciel, c'est pas un état de nature, c'est pas un objet irréel qui plane au-dessus de nos vies. La Sécu, elle existe par chacun d'entre nous et pour chacun d'entre nous. Et donc, quelque part, elle est dans les mains des générations futures, et on espère les leur transmettre en bon état. Ce que j'entends parfois quand on est né au XXIe siècle, c'est sûr qu'on peut avoir l'impression que la Sécu a toujours existé. Mais oui. C'est pour ça aussi qu'on fête le 80e anniversaire. C'est que avant, non, elle n'existait pas. Et donc, encore une fois, il faut avoir conscience de ça. Et que la Sécu, elle existe tant qu'on le veut. Et elle prend la forme qu'on souhaite lui donner. Ce qu'on entend aussi parfois, c'est plutôt parmi les jeunes par rapport au risque de retraite, c'est que n'auront pas de retraite, que le système de retraite n'existera plus, et que donc voilà. Mais en fait, il n'y a pas de fatalité à ça, pas du tout de fatalité à ça. La retraite, elle existera tant qu'on décide qu'il faut un système de retraite. Par contre, évidemment, ça a un coût, tout ça. C'est pas gratuit, la sécurité sociale, et c'est ce que nous rappelle le vote du budget chaque année de la sécurité sociale, que c'est loin d'être gratuit. Encore une fois, en 2026, c'est près de 700 milliards de dépenses pour faire face aux besoins de santé de la population, financer les retraites, les allocations familiales, etc. Et cet argent-là, il ne vient pas d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui le mettons en commun par le fruit de nos cotisations, des impôts que nous payons pour assurer le financement. Donc, il faut décider ça ensemble. Et c'est vrai que je pense que quand on arrive quand on reçoit sa première fiche de paye, si on est salarié, ou qu'on est à son premier appel de cotisation quand on est employeur ou travailleur indépendant ou agriculteur, on peut trouver que ça fait cher.
Et c'est vrai, le niveau de cotisation est élevé et sur des revenus qui sont pourtant non plus pas énormes. Quand on est salarié, l'écart entre le brut et le net est important. Et donc c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Mais en fait, cet argent-là, c'est celui-ci qui permet de financer les soins, les retraites, etc. Cet argent-là, il n'est pas mis de côté. Et donc, il est mis en commun et il est immédiatement dépensé pour faire face aux besoins de santé de ceux qui ont besoin de soins, pour payer les crèches de celles et ceux qui en ont besoin pour garder leurs enfants, pour payer la retraite de ceux qui sont à la retraite. Donc, c'est ce qu'on appelle un flux financier un peu permanent. Et d'ailleurs, comme il y a un déficit, en fait, il en manque de l'argent pour financer ce qu'on a décidé de financer pour nos concitoyens. Donc, cette conscience-là, il est important évidemment que les plus jeunes, mais pas que d'ailleurs, parce qu'on peut l'oublier, que toute la population l'ait bien en tête, parce que c'est sur la base de cette bonne connaissance de ce qu'est notre système de protection sociale qu'ensuite on peut faire des choix avisés et que on vote pour nos élus, que ceux-ci délibèrent dans les assemblées de la République et que notre système de sécurité sociale évolue. Je voudrais aussi, j'en profite parce que vous me posez la question des jeunes. Souvent on dit oui, mais en fait la Sécu, ça ne bénéficie qu'aux personnes âgées. Alors, c'est vrai que les retraites, par définition, sont versées qu'aux personnes qui ont atteint l'âge de la retraite. C'est vrai qu'on a plus besoin de soins quand on est âgé. C'est vrai que le risque de perte d'autonomie est plus élevé quand on est âgé. Mais moi, je ne veux pas opposer les générations les unes aux autres. Ça n'a pas de sens. Et la sécurité sociale, c'est vraiment un projet de solidarité entre les générations. D'abord parce que moi, je suis jeune, je considère que je suis jeune, mais aujourd'hui, mais je sais, et quand on est jeune, on sait qu'on sera vieux demain. Donc, ça n'a pas de sens de considérer qu'on est dans une catégorie ou dans une autre. Ensuite, parce que je pense que ça a une valeur quand on est jeune, de savoir que nos parents, nos grands-parents, et puis ceux dans la société qui sont plus âgés que nous, bénéficient de la solidarité au niveau où ils en ont besoin. On ne vit pas dans des vases clos, on est dans le même monde. Et puis quand on est jeune, on peut aussi être malade, mais on peut aussi être gravement malade. C'est un risque plus faible, mais il existe. Et ça a une énorme valeur, même quand on a 20 ans, de savoir que si demain je suis malade, que j'ai un cancer, parce qu'on peut avoir un cancer très jeune, que le coût des soins peut s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que c'est le coût maintenant de certaines technologies de santé, notamment de certains médicaments, et ben je n'ai pas à me préoccuper de savoir si j'ai ça sur mon compte en banque. C'est la société dans son ensemble qui va venir à mon aide à ce moment-là, et je n'aurai qu'à me préoccuper de mes soins parce que ces soins ils seront pris en charge par les autres. Ça vaut quand même cet écart entre le brut et le net sur la fiche de paye. Ça a une valeur énorme. Et encore une fois, sur la planète, rares sont les jeunes qui ont la même tranquillité d'esprit à l'égard d'un risque majeur qui est le risque de tomber malade, qui même s'il est plus faible quand on est jeune, n'est pas nul non plus. Donc voilà, je veux vraiment insister sur le fait que la sécurité sociale, même si évidemment dans les flux financiers, quand on regarde, évidemment il bénéficie plutôt à des personnes âgées, ça a quand même une énorme valeur pour les jeunes aujourd'hui, qui seront vieux demain, et ça a une valeur pour la cohésion, la solidarité au sein de notre pays. Donc oui, vis-à-vis des jeunes, j'ai envie qu'ils prennent conscience de cette richesse-là, qui est celle de notre pays, qu'ils comprennent comment fonctionne notre sécurité sociale. J'avoue que c'est pas si simple, et donc il faut un peu de temps, et qu'ils s'en emparent, parce que c'est le projet d'une société, donc c'est aussi le projet des générations futures. Anne-Laure Thorezin, les jeunes, priorité aussi MSA, forcément. Bien sûr, et je rejoins complètement Pierre, c'est notre rôle à chacun de faire toucher du doigt à cette jeunesse la richesse du modèle qui est la sécurité sociale. Et de ce fait, je pense que c'est important à la fois de faire preuve de pédagogie, c'est-à-dire de rendre simple et lisible ce qui ne l'est pas forcément. Je pense que faire comprendre ce qu'apporte au quotidien la sécurité sociale et la MSA, si on est sur les populations agricoles, mais c'est la même démarche collective, c'est extrêmement important en s'adressant aux jeunes parce que c'est eux qui vont financer la sécurité sociale demain. Donc nous, on s'efforce d'intervenir, par exemple, très régulièrement dans les lycées agricoles
convaincus que voilà, il faut faire germer la graine très tôt de l'attachement à la sécurité sociale et de la bonne compréhension de ce qu'est la protection sociale. Je pense qu'il y a aussi un gros travail de pédagogie autour des cotisations pour que la MSA ou l'URSSAF, si on parle d'autres régimes, on ne soit pas vu que comme des collecteurs de cotisations, mais que ces cotisations puissent bien être mises en regard de ce que ça amène en termes de services, en termes de couverture, en termes de prestations, et donc aussi finalement en termes de sérénité par rapport aux aléas de la vie qui peuvent se présenter. Donc on a évidemment déployé un certain nombre d'outils pédagogiques adaptés aussi à la cible jeune, parce que voilà, il faut aussi utiliser les bons vecteurs quand on veut toucher ce public. Mais cet enjeu d'adhésion au système global de protection sociale me semble clé. C'est important, à mon avis, aussi vis-à-vis de ces jeunes, de développer des dispositifs qui soient adaptés à leurs besoins. Alors pendant très longtemps, côté MSA, quand un jeune s'installait en agriculture, on lui proposait un rendez-vous qui durait des heures. On lui faisait tout l'alpha et l'oméga de ce qu'était la MSA et tout ce qu'il allait y trouver d'intéressant. Et comme il y a plein de choses intéressantes, forcément l'entretien durait très longtemps. Sauf que ce pauvre jeune ressortait avec une tête parfaitement pleine et n'en avait sans doute retenu que très peu. Donc je caricature évidemment un peu, mais malgré tout, on a construit maintenant un parcours en fait jeune installé qui s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qui commence avant l'installation, qui permet de donner les premières informations utiles pour cette étape-là et qui dure jusqu'à 3 ans après l'installation pour, au fur et à mesure de l'évolution de sa situation économique mais aussi familiale, on puisse lui délivrer l'information dont il a besoin et au moment où il en a besoin. Et c'est vrai que voilà, c'est ce parcours Nouvelle Installée, on l'a déployé maintenant depuis plusieurs mois. On commence à avoir les premiers retours qui sont très satisfaisants parce qu'effectivement, ça semble beaucoup plus adapté. Donc je pense que c'est aussi à nous, Sécurité sociale, de trouver les voies et moyens de parler et de s'adresser à cette jeunesse, sachant que dans le monde agricole, on a en plus un enjeu extrêmement fort de renouvellement des générations. Il faut travailler à l'attractivité des emplois et du métier d'agriculteur. C'est quelque chose d'important et sur lequel la MSA considère qu'elle a toute sa place pour intervenir. Pierre Prébille, en conclusion, quelques mots pour résumer les éléments indispensables pour faire perdurer ce modèle. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour moi, la clé, c'est ce que je vous disais, ce qu'on a essayé de faire aussi à l'occasion de ces 80 ans, et je pense que c'est une œuvre un peu permanente, c'est vraiment d'éveiller, d'entretenir cette conscience citoyenne. Parce que, encore une fois, la Sécu, elle peut évoluer, elle évolue tous les jours d'ailleurs, hein, elle est même tous les ans, on vote une nouvelle loi de financement de la sécurité sociale, les paramètres évoluent, on fait des réformes tout le temps, ça rend sans doute le sujet compliqué d'ailleurs pour les agents des caisses de sécurité sociale que d'être en permanence à la page. Ils le sont, de savoir expliquer et de savoir accompagner ces changements, mais c'est le fruit de la démocratie. Donc pour que la démocratie fonctionne, il faut que l'ensemble de nos concitoyens soient conscients des enjeux. Il est énorme s'agissant de la sécurité sociale, et pas juste parce que c'est beaucoup d'argent, mais c'est parce que c'est la vie de chacun d'entre nous qui est concernée et notre devenir. Donc voilà, l'enjeu majeur pour moi, c'est la conscience citoyenne, de façon à ce que la délibération démocratique, elle se fasse sur des bonnes bases, sur des bases éclairées, et elle permette d'assurer le financement de la sécurité sociale, son évolution, sa pérennité. Quand on parle de la pérennité de la sécurité sociale, ça ne veut pas dire qu'elle reste immuable. Au contraire, ça veut dire qu'elle épouse les besoins de la société, qu'on fait les bons compromis pour en assurer le financement et qu'en quelque sorte, on continue à la faire évoluer au gré de nos besoins, au gré de l'évolution de notre société, de l'économie, de ce dont on estime avoir besoin ou moins besoin et de ce qu'on est prêt à mettre ensemble au pot commun de cette solidarité. Merci Anne-Laure Thorezin. Prochain défi de la MSA en quelques mots, pour conclure. Alors, effectivement, très vite, le sujet du moment pour nous, c'est un gros travail de concertation qu'on a fait
avec nos ressortissants autour du sujet de la simplification administrative. On sait qu'on a cet enjeu-là aussi à porter collectivement. C'est très attendu des entreprises, mais aussi des particuliers. Donc on a fait une concertation fin d'année dernière avec une plateforme dédiée où on a eu plus de 55 000 contributions. Donc on a analysé cet ensemble-là et on a lancé à l'occasion du salon nos 20 engagements pour répondre à cette attente de simplification administrative. Donc on est complètement mobilisé là-dessus. Pierre l'a dit, on a une protection sociale dont la matière législative et réglementaire est en évolution permanente. Donc voilà, nous on a été très mobilisés l'année dernière avec la préparation et la mise en œuvre au 1er janvier 2026 de la réforme retraite des non-salariés agricoles pour la prise en compte des 25 meilleures années. C'est une évolution de la protection sociale qui était très attendue, qui a été mise en place dans de bonnes conditions et donc voilà, on a très bien travaillé avec la DSS et les ministères sur ces sujets et on a pu la mettre en œuvre. On a d'autres réformes devant nous, donc voilà, notre objectif c'est effectivement de pouvoir accompagner les évolutions de la protection sociale et de rester, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose d'important pour nous, toujours en réactivité et en réponse aux besoins de nos adhérents qui peuvent être différents selon la taille des entreprises, selon la typologie de nos publics. Mais voilà, notre rôle, c'est aussi celui-ci de répondre aux besoins et aux attentes de nos ressortissants. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Prochain rendez-vous, eh bien, c'est l'émission Grandir en milieu rural. Alors, on va parler d'inclusion et ensuite on parlera de santé mentale. À tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.